Il y a cette vérité qui doit être entendue. Je suis diabolique. Ils ont tué mon pote Kanye, les gars. Je suis une personne diabolique. J'aime Kanye parce que c'était le sacrifice. Il l'a fait. Il y avait 4 agents du FBI qui m'attendaient. À chaque fois qu'ils ont dit que j'étais fou, c'est que je disais la vérité. Je dois reconnaître qu'en tant qu'ami de Kanye West, j'ai pensé qu'il était totalement fou et paranoïaque quand il me disait que chaque personne qui l'entourait était un agent. Vous savez, P. Diddy, Mais aujourd'hui, je porte un regard différent sur ce qu'il me disait. c'est étrange. Mais je ne savais pas à quel point ma propre femme était proche des... Ces 2 dernières années, un couple à Hollywood a enchaîné les scandales. Le couple Kanye West-Bianca Censori. Il est l'un des artistes les plus influents de notre ère, connu pour avoir excellé dans différents domaines de l'art, pour avoir tenté d'être président des États-Unis et pour avoir enchaîné les polémiques tout au long de sa carrière. Sa femme, quant à elle, Bianca Censori, est une architecte australienne des plus mystérieuses. Bonjour, je m'appelle Bianca Censori. Je suis une architecte designer de Melbourne, en Australie. Elle a fait sensation à la cérémonie des Grammy en arrivant sur le tapis rouge, vêtue d'un long manteau en fourrure noire, qu'elle a retiré sous l'œil des caméras pour se montrer dans une robe totalement transparente. Le lendemain, Kanye dévoilait sur ses réseaux que le nom de Bianca avait été plus recherché sur Google que celui de n'importe quel musicien présent à la cérémonie des Grammy. Il déclarait que le premier tapis rouge de sa femme avait ouvert un tout nouveau monde. Il s'est ensuite lancé dans une série de déclarations plus que problématiques. Dans la foulée de toutes ces folies, Kanye a aussi pris la défense de l'un des prisonniers les plus dangereux des États-Unis, un certain P. Diddy. Un de leurs rappels téléphoniques a d'ailleurs fuité sur les réseaux, et on peut clairement en déduire que Kanye et Diddy sont devenus les meilleurs amis du monde. Je t'aime tellement, mec. Tu m'as élevé même quand je ne te connaissais pas. Tu vas certainement gagner cette... C'est ça, bébé. Je vais m'assurer de te rappeler vite. C'est bon pour moi d'entendre ta voix. J'ai encore quelques jours à tenir avant le jugement. Je reviendrai vers toi pour profiter de ton énergie. Alors que Kanye est donc très bruyant, un peu trop bruyant même, Bianca quant à elle choque par son silence. En effet, malgré tous les regards qui sont sur elle, toutes ces comparaisons avec Kim Kardashian, donc l'ex-femme surmédiatisée de Kanye, Bianca garde un silence des plus étonnants. Elle refuse la moindre interview et ne fait aucune déclaration, même pas sur ses propres réseaux sociaux. De nombreux bruits de couloir circulent autour de son couple qui serait en fait très toxique. Des proches de Bianca ont en effet affirmé à la presse qu'elle se faisait complètement manipuler par Kanye, qu'elle n'avait plus de volonté propre et qu'elle était littéralement devenue l'objet hypersexualisé de son mari. Ces révélations, aussi inquiétantes soient-elles pour Bianca, n'ont pas surpris grand monde parce que sous un regard extérieur, c'est effectivement l'impression que ça donne. Bianca a l'air totalement vide, sous l'influence de son mari, qu'elle suit dans toutes ses folies. Mais parfois, et surtout à Hollywood, il faut se méfier des apparences. Et tout particulièrement en ce qui concerne ce couple de tous les extrêmes, parce que, contre toute attente, il paraît finalement très possible que ce soit Bianca qui tire les ficelles de leur relation. Une idée qui peut paraître totalement folle au premier coup d'œil, mais qui prend pourtant complètement sens quand on découvre qui est vraiment Madame Bianca Censori. Aujourd'hui, on va donc enquêter sur cette femme si mystérieuse, sur ce couple aux mille et une folies. Qui manipule qui dans leur relation? Qu'est-ce que ce couple cache vraiment? Est-ce que ça aurait un rapport avec toutes les dénonciations que Kanye faisait à propos d'Hollywood? On m'a appelé pour me dire de rester loin de Candace Owens. Ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Quel nouveau monde Kanye affirme qu'ils ont ouvert? On va tout passer en revue et on va atterrir sur des pistes et des théories qui, je vous le préviens, sont très sombres et très inquiétantes. Personne n'a voulu croire Kanye West. Mais pourquoi personne n'a enquêté là-dessus?
Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous souhaite la bienvenue dans les coulisses de la fame. On parle ici des coulisses de l'industrie, de ce qui se passe vraiment derrière les caméras. Si vous passez un bon moment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se plonge dans une enquête qui, je vous le préviens, va être assez intense et qui risque de vous étonner. Alors prenez vos popcorn, votre boisson et préparez-vous à être très surpris. Du jour au lendemain, Bianca Censori est devenue l'une des personnes les plus photographiées de la planète. Tout a commencé avec ce cliché paru en janvier 2023. Elle apparaissait pour la première fois auprès de Kanye West. Bianca a très vite confirmé s'être mariée de manière expresse à la célébrité. Je suis mariée. Le couple a ensuite capté l'attention des médias en s'affichant dans des tenues toujours plus étranges et décalées. La jeune mariée s'est progressivement dirigée vers des tenues des plus provocantes. Depuis qu'elle fait la une des magazines People, les amis d'enfance de Bianca, toujours en Australie, ne la reconnaissent plus du tout. Ils ont confié à la presse qu'ils n'avaient plus de nouvelles de sa part. Alors qu'elle est habituellement très fidèle en amitié, elle a soudainement, selon leurs témoignages, coupé les points avec eux depuis qu'elle est avec Kanye West. Ils ont dressé auprès du Herald Sun Journal un portrait de Bianca assez étonnant. Ils décrivent la Bianca d'avant Kanye West comme étant une jeune femme très indépendante, très sociable, qui avait même une assurance naturelle, qui l'a poussée à toujours dire tout ce qu'elle pensait. Ce portrait paraît à l'opposé de la femme presque muette que l'on peut voir aujourd'hui. Tout son cercle amical ne comprend pas ce qui lui arrive, ils ont l'impression de voir une toute nouvelle personne, et ils constatent en même temps que le monde entier les multiples controverses de Bianca, comme ce cliché dans lequel elle était en plein plaisir intime avec son mari, en public, sur une barque en Italie. Un de ses amis confiait au Daily Mail qu'il a l'impression que Bianca doit aujourd'hui boire pour supporter cette nouvelle vie. Il laisse sous-entendre que Bianca se serait donc complètement perdue dans cette relation. La famille Censori ne reconnaît plus non plus cette nouvelle Bianca, notamment ses parents, eux qui étaient habitués à son image de brillante architecte très posée, ne comprennent pas le changement radical de leur fille. Dès qu'elle s'est mise à fréquenter Kanye, ils ont confié qu'ils étaient heureux si elle était heureuse, mais qu'ils étaient en même temps très inquiets de ce que ça impliquait vraiment que d'être avec quelqu'un comme Kanye. Leo Censori, le père de Bianca, déclarait finalement en 2024 avec désespoir que Kanye traite Bianca comme un objet et non comme une épouse. Il demandait publiquement à son beau-fils ce qu'il ferait si sa propre fille, Northwest, était exhibée de cette manière. Selon le Radar Online Magazine, Alexandra Censori, donc la mère de Bianca, souffre quant à elle en silence. Elle espère que Bianca reviendra à elle-même. Alors qu'elle se faisait une nouvelle fois interroger par la presse sur les folies de sa fille, Alexandra déclarait finalement, je cite, « Nous sommes juste des gens normaux, qui essayons de vivre une vie aussi privée que possible. Je n'ai rien à dire sur Bianca. » Ses parents constatent donc eux aussi de l'extérieur toutes les folies de Bianca Censori. Ils découvrent chaque jour de nouveaux clichés d'elle, toujours plus dénudée dans les quatre coins du monde, et ils ont la forte impression qu'elle est tombée sous l'influence de Kanye West, qui lui impose toutes ces tenues et qui l'a totalement manipulée. Il faut dire que Kanye a pour réputation d'être très contrôlant envers ses femmes. L'actrice Julia Fox, qui a eu une courte relation avec Kanye, a affirmé qu'il choisissait minutieusement tous ses vêtements et qu'elle avait littéralement l'impression d'être devenue un singe de foire. Amber Rose, une autre ex de Kanye qu'il fréquentait il y a plus de 15 ans maintenant, expliquait ne pas être étonnée par ce que vit Bianca, parce qu'elle a vécu la même chose. Elle confie qu'il voulait la rendre la plus sexy possible, parce que c'est son truc à lui. En fait, c'est son fantasme. Il aime savoir que sa femme est désirée par les autres hommes, parce que selon Amber, dans sa tête, Kanye est en mode « Regardez, vous fantasmez tous sur elle, et pourtant, elle est à moi ». Il veut que tous ses amis aient envie de se faire sa copine. Il veut que dans chaque pièce où ils entrent, elle soit la plus désirable possible.
C'est de cette manière qu'il a vécu son mariage avec Kim Kardashian, une femme souvent considérée comme l'une des plus attirantes de la planète, dont les vidéos intimes sont en plus disponibles sur internet. Dès que Kanye s'était justement mis à fréquenter Kim, il lui avait aussi changé toute sa garde-robe, il lui avait jeté ses anciens habits pour qu'elle soit comme il le souhaitait et pour la placer dans des tenues des plus provocantes. Du contrôle encore plus excessif avait été signalé dans sa relation avec Kim par le Hockey Magazine. Ils ont révélé qu'en plus de contrôler chaque tissu qui était sur le corps de Kim, Kanye inspectait et mesurait la taille de sa femme une fois par semaine. Malgré ses excès et son contrôle assez flippant, Kim a, il faut le reconnaître, su tirer des aspects positifs de cette relation, parce que c'est grâce à la vision artistique de Kanye qu'elle a été hissée au rang d'icône de la mode, parce que son style avant Kanye n'avait rien de très haut de gamme. Kanye a quant à lui pu dévoiler tout son génie créatif grâce à Kim, parce qu'elle était devenue sa muse, sa source d'inspiration, donc c'était en quelque sorte une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, sa nouvelle muse, c'est donc Bianca Censori. Elle est la pièce maîtresse de toute sa nouvelle direction artistique. C'est elle qui capte toute l'attention durant ses apparitions publiques. Elle apparaît même sur la pochette de son album sorti en 2024 où elle est encore une fois dénudée. Bianca est donc une nouvelle muse pour Kanye, mais elle semble, à la différence de Kim, ne fixer aucune limite à ce que lui impose Kanye. Il semble avoir une carte blanche sur ce qu'elle peut porter. Et au vu des témoignages des proches de Bianca, on peut vite en déduire qu'il est parvenu à avoir autant de contrôle sur elle parce qu'il a installé une véritable emprise psychologique. Il y a quand même un fantasme que Bianca aurait refusé à son mari, un fantasme extrêmement dérangeant, puisqu'il lui aurait demandé s'il pouvait avoir une relation avec sa mère, Alexandra Censori, ce que Bianca aurait refusé. C'est dans la plainte de Prisciota, l'ancienne assistante de Kanye, qu'il accuse d'harcèlement sexuel, que ce détail très perturbant est mentionné. Bianca, selon la plainte, n'aurait pas été très étonnée par la demande de son mari et lui aurait tout simplement précisé que ce n'était pas possible parce que sa mère était mariée. Kanye, à travers ce portrait, a toutes les cases d'un égocentrique dominateur, voire d'un pervers et pire encore d'un détraqué sexuel. Si la plainte contre lui s'avère fondée, Bianca, quant à elle, semble subir toutes les folies de son mari. Avant d'enlever son manteau sur le tapis rouge, on remarque que Kanye lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et selon des spécialistes de la lecture sur les lèvres, il lui aurait dit « Fais un scandale, maintenant, lâche-le derrière toi et retourne-toi ». Une directive que Bianca semble avoir immédiatement exécutée, en ne laissant d'ailleurs transparaître aucune émotion sur son visage. L'expression du visage de Bianca peut prêter à toutes sortes d'interprétations. Son corps, quant à lui, démontre, selon les experts en langage corporel, une grande assurance au moment où elle avait son manteau, mais un instant de malaise quand elle s'est dénudée. Un malaise qu'elle a par contre su très vite camoufler. Mais pour se faire un avis global sur la situation, et ne pas immédiatement penser qu'elle est en danger sous nos yeux, il faut comprendre qui est vraiment Bianca, et comprendre qu'elle est loin d'être une femme ordinaire. Bianca Censori serait dotée d'une intelligence fortement supérieure à la moyenne. Kanye West affirme qu'elle a un QI de 140, qu'elle fait donc partie des 2% de la population ayant le quotient intellectuel le plus élevé. Donc même si l'intelligence n'immunise pas d'une possible emprise psychologique, Bianca est a priori loin d'être une fille crédule. Et il n'est pas inimaginable qu'elle sache très bien ce qu'elle fait. Surtout qu'elle est arrivée aujourd'hui à un statut qu'elle a longtemps apprécié. Ses anciens camarades de l'école ont confié que c'était la hit girl du lycée. Donc c'était la fille populaire et influente, la fille toujours bien habillée qui aimait capter toute l'attention du lycée. Pour vous donner un exemple très concret, la hit girl par excellence dans la pop culture de ces dernières années, c'est Kim Kardashian. Vous savez, la femme avec qui Bianca est aujourd'hui très souvent comparée. Mais cette jeune Australienne était surtout connue pour ses choix vestimentaires assez osés. En 2017, à l'occasion d'un festival, Bianca s'était complètement dénudée et ne portait que des cache-tétons. Donc visiblement, Bianca n'a pas attendu Kanye West pour avoir certaines tendances exhibitionnistes. Donc si tous ces choix vestimentaires ne la dérangent pas du tout, qu'elle est en pleine maîtrise de son cerveau surdéveloppé, via son silence qui alimente tout un tas de spéculations autour d'elle, Bianca se construit doucement mais sûrement une image de hit girl,
Pour ses 30 ans, Bianca n'est plus la hit girl du lycée, mais une hit girl mondiale. Elle atteint l'idéal lié à l'influence, au style, à la notoriété, un statut qui, quoi qu'on en pense, est un rêve pour des millions de personnes à travers le monde. Un statut que Bianca aurait surtout très difficilement pu atteindre sans sa relation avec Kanye West. Face à ce constat, on peut penser que Kanye et Bianca se sont finalement très bien trouvés, que malgré tout ce que peuvent en dire les médias, ce couple est heureux, sur la même longueur d'onde, qu'ils n'ont aucune limite tous les deux et que de la même manière que la relation Kim-Kanye, la relation Bianca-Kanye est une relation gagnant-gagnant. Bianca pourrait même gagner encore plus si elle divorçait dans un futur proche de Kanye, ce qui a déjà été envisagé par l'architecte. En effet, elle pourrait alors garder son image de hit girl et la monétiser de la bonne manière. Pour lancer sa propre marque par exemple, elle avait déjà tenté de le faire quand elle était encore lycéenne avec Nylon, une marque de bijoux. Bianca pourrait en plus, d'ici là, enfin dévoiler au monde sa personnalité si spontanée et sociable. Elle pourrait même faire des révélations sur Kanye et la relation qu'elle a entretenue avec lui pour être au centre de l'attention. Et en bonus, elle pourrait même négocier une partie de la fortune de Kanye. On ne connaît pas les clauses de son contrat de mariage, mais un divorce peut parfois entraîner des conséquences financières très surprenantes. Bianca pourrait donc avoir élaboré un plan très précis pour devenir une hit girl, pour faire fortune. C'est sûr que ça peut paraître complètement fou, mais c'est loin d'être impossible. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, à Hollywood, beaucoup de personnes sont prêtes à faire n'importe quelle concession pour devenir riches et célèbres. Et puis Bianca fait en plus, on le rappelle, partie de l'élite intellectuelle. Donc un tel plan est largement à la hauteur de ses capacités cognitives. Mais Bianca ne fait pas uniquement partie de l'élite intellectuelle, elle fait aussi et surtout partie de l'élite financière. Elle a été scolarisée à la Carey Baptist Grammar School, une école privée très réputée dont les frais de scolarité pour une année peuvent atteindre les 37 000 $. Pour que Bianca effectue toute sa scolarité là-bas, ses parents ont dû débourser un équivalent d'environ 200 000 €. En sachant en plus qu'en Australie, l'école publique, quant à elle, est 100% gratuite. Donc visiblement, les parents de Bianca vivent dans une certaine aisance financière. Ils habitent dans la banlieue très hypée de Ivan, dans une maison estimée à 2,8 millions de $. Alexandra Censori, qui estime pourtant être dans une famille tout à fait normale, a été photographiée en train de faire les courses avec un sac à 5 000 $, au volant d'une Mercedes-Benz. Le père de Bianca a officiellement fait fortune en créant une entreprise, Cashbox, une entreprise spécialisée dans les jeux d'arcade et les flippers. Enfin ça, c'est la version officielle. La famille Censori semble plutôt avoir fait fortune dans des choses beaucoup plus sombres. Les apparences sont souvent trompeuses, puisque la famille Censori s'avère être l'une des dynasties les plus dangereuses d'Australie. Un certain John Sylvester, l'un des journalistes criminels les plus reconnus et expérimentés d'Australie, qui a reçu de nombreux prix très prestigieux, dont le Graham Perkin, l'un des plus importants dans le journalisme en Australie, a sorti en 1991 une enquête explosive sur la famille Censori. Cet expert de son domaine décrivait en effet la famille Censori comme une dynastie italo-australienne criminelle profondément reliée à toute la corruption de Melbourne. C'est via une interview exclusive de Faye Glascott, qui n'est nulle autre que l'ex-femme du père de Bianca, que le journaliste a pu élaborer toute son enquête sur cette famille. Faye, qui a partagé la vie de Leo Censori pendant 15 ans, dénonce un mode de vie très sombre, dans une maison remplie de substances jusque dans les meubles de sa cuisine, et un mode de vie alimenté par des liens avec des cartels de mafia. Leo Censori était, selon elle, pendant plus d'une décennie, aux commandes de la plupart des jeux illégaux de Melbourne. Elle confie qu'il peut empiler plus d'argent qu'une banque, que c'est un criminel de grande envergure,
impliqué dans du trafic de substances à très grande échelle. Elle confie aussi qu'il est passionné par son style de mafieux, qu'il aime le frisson, voir que la police essaye de l'attraper et savoir qu'il parvient finalement toujours à déjouer leur plan. Léo n'a pas toujours réussi à éviter la police puisqu'il a fait un passage de 5 ans en prison dans les années 80 pour avoir été en possession d'une grande quantité de substances avec une arme à feu chargée. Et ce n'est pas seulement Léo, mais toute la famille Sensori qui est impliquée dans toutes ces activités illégales. Edmendo Sensori, l'un des oncles de Bianca, est bien connu des services de police. Catégorisé comme un voleur récidiviste, comme un homme violent impliqué dans toutes les folies familiales, Eris Sensori, un autre oncle de Bianca, est quant à lui surnommé l'Al Capone de Melbourne. En plus d'être directement affilié à tous ces trafics, c'est un tueur notoire ayant sauvagement assassiné un serveur dans les années 80. Il lui aurait ôté la vie parce qu'il aurait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Eris a été reconnu coupable de ce meurtre. Il pouvait encourir jusqu'à la peine de mort. Mais son procès s'est finalement soldé par une prison à perpétuité, jusqu'à ce qu'en 1994, Eris Sensori obtienne une réduction de peine exceptionnelle qui lui a permis d'être libéré sur parole. Cette libération exceptionnelle laisse penser que les Sensori auraient peut-être des relations très influentes qui auraient pu les aider. C'est en tout cas ce que laisse supposer tout le portrait fait par le journaliste qui décrit les Sensori comme une famille de mafieux très dangereuse, aux connexions obscures, dont le mode opératoire est d'une extrême violence, et leur spécificité se trouve dans les trafics et les activités criminelles. Tout ceci paraît fou, mais ce n'est pas une théorie, c'est bien réel. Les Sensori étaient par le passé l'une des familles les plus notoires dans les activités illégales d'Australie. Il faut cependant admettre que depuis qu'Eris Sensori est sorti de prison et que Léo Sensori a refait sa vie avec la mère de Bianca, la famille Sensori a su lisser son image. Ils ont su faire profil bas et n'ont plus été reliés à de sombres dossiers. Mais alors, est-ce parce qu'ils se sont vraiment éloignés de leurs sombres activités, ou est-ce parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus discrets, qu'ils profitent de certains contacts influents pour rester sous les radars, et que, contrairement à la première femme de Léo, qui n'a d'ailleurs donné aucun signe de vie depuis son témoignage, Alexandra Sensori a pris goût au train de vie de Léo, au pouvoir, à l'argent, ce qui fait qu'elle est loin de vouloir le dénoncer. Le mystère persiste. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'Alexandra a épousé Léo en pleine connaissance de son passé. Et ce passé, justement, en dit beaucoup sur cette famille, tout particulièrement sur leur fortune. L'aisance financière dans laquelle ont vécu les filles d'Alexandra et Léo Sensori a de grandes chances de s'expliquer par ses activités illégales, puisque d'ailleurs l'entreprise officielle de Léo est quant à elle, à l'heure actuelle, définitivement fermée. Là où leur argent semble continuer à couler à flot. La petite sœur de Bianca, Angelina Sensori, affiche un mode de vie très luxueux, avec des sacs à 3000 $. C'est une mannequin fortunée un peu spéciale parce qu'elle n'a pas de portfolio, et qu'on ne trouve aucun shooting d'elle sur internet. Et ce n'est pas la seule de la famille à avoir un CV qui fait tâche face à son mode de vie. Bianca est une architecte, comme on l'a vu précédemment, une architecte qui serait même brillante et talentueuse, selon ses parents. On peut aussi lire d'elle que c'est une visionnaire dans le métier, aux remarquables contributions. Mais ce qui est très dommage, voire suspect, c'est qu'elle semble garder secrète toutes ses incroyables contributions, puisqu'à l'exception de cette chaise et de cette statuette, qui ont été co-créées avec des collègues architectes qui ont quant à eux beaucoup de créations à leur actif, le seul projet de Bianca rendu public est un PDF qui ressemble objectivement à un projet d'école. L'ancien employeur de Bianca, l'architecte Joe Toscano, chez qui elle a travaillé 3 ans en alternance, était le premier à être très étonné que Bianca arrive tout d'un coup chez Yeezy, donc la marque de Kanye, à un poste très prestigieux. Alors qu'elle sortait à peine de son alternance, elle est arrivée en 2020 au poste de responsable de l'architecture chez Yeezy. Une arrivée assez troublante et inattendue, qui est en plus survenue à une période assez particulière dans la vie de Kanye West. En 2020, Kanye était en pleine campagne présidentielle. Quelle est la destinée de l'Amérique? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour notre nation? De mieux pour le peuple?
Une campagne très mouvementée qui a beaucoup impacté son couple. Avec Kim, ils étaient au bord du divorce. Alors avec une campagne à faire et un mariage à sauver, Kanye a eu besoin de renfort dans son entreprise. Il ne pouvait plus tout gérer. C'est ainsi que Bianca est arrivée pour un des projets très particuliers de Kanye West, les Yeezy Home. Les Yeezy Home sont des maisons innovantes, minimalistes et surtout abordables. Elles étaient destinées aux SDF de la ville de Los Angeles. Parce que, à l'opposé du glamour qu'on attribue à Los Angeles, il y a une autre réalité beaucoup moins jolie. Il y a, à l'heure actuelle, dans cette ville, plus de 75 000 personnes sans abri. Certains SDF sont regroupés dans des rues qui sont reliées au Hollywood Boulevard. Donc littéralement, en sortant de la rue des Étoiles, on peut apercevoir ce genre de décor. Mais tout le monde fait comme si cette réalité n'existait pas. Tout le monde, sauf Kanye, qui a entamé le projet des Yeezy Home en 2018. À cette période, il voulait trouver une solution, apporter sa contribution pour résoudre ce grand problème. Tout en gardant son esthétique, ses idées toujours futuristes, donc son ADN, Kanye voulait à travers ses projets rendre le monde meilleur. C'est une question d'humanité. Vous pouvez sauver le monde. Les jeunes à la fac, vous pouvez sauver le monde. Je mets toute ma vie dans cette interview maintenant. C'est pour vous tous, vous avez les capacités, vous pouvez remettre en question toute la culture d'aujourd'hui. Cette période dans la vie de Kanye s'explique par des réflexions très profondes qu'il a eues sur notre monde. Eh bien, dans ce monde dans lequel on vit, il y a deux forces motrices qui nous poussent. C'est soit la peur ou soit l'amour. Il y a tant de peur et de haine qui ont été mises en avant, mais l'amour peut guérir tout ça, par le simple fait d'agir avec amour. En plus de ces réflexions, Kanye a remis en question toutes les normes de nos sociétés. Je refuse de suivre les règles que la société nous impose. Elles nous contrôlent et nous poussent à avoir une faible estime de nous-mêmes. Je pense que je suis en train de me battre pour nous tous. Que ce soit les célébrités ou bien les masses, on est tous influencés à penser d'une certaine manière. On nous dit qu'on doit avoir un certain type de carrière. C'est de l'intimidation. Ils vous ont mis dans une boîte, mais vous pouvez sauver le monde. Il voulait encourager son audience à être de vrais acteurs de leur vie, à chercher le sens profond de l'existence et ne plus être seulement des consommateurs qui suivent aveuglément les tendances les unes après les autres. Il voulait encourager les masses à ne plus être en pilote automatique. Il souhaitait qu'un maximum d'individus puissent vivre une vie des plus alignés. Alignés non pas avec les normes de la société, mais avec la personne qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Écoute ton instinct, parce que c'est Dieu qui t'a donné cet instinct. Va écouter mes musiques et tu verras que c'est les codes de l'estime de soi. C'est les codes de ton vrai toi. Si tu es un fan de Kanye West, tu n'es pas fan de moi, tu es fan de toi-même. Tu crois en toi, je suis juste la tasse d'expresso, le petit shot le matin qui te permet de te rappeler que tu peux surmonter toutes les mauvaises situations que tu traverses. Il voulait débloquer chez un maximum de personnes le déclic qui pourrait leur donner envie d'entreprendre des choses, de devenir des personnes plus spontanées. Si à chaque fois que quelqu'un te pose une question, tu es dans l'optique de donner la bonne réponse, ta vie tout entière sera un test. Mais c'est ce qu'on nous a appris à l'école. On se faisait tester, ça nous a remplis d'anxiété et toute notre vie est devenue elle aussi un test. Moi, je n'essaye pas de donner les bonnes réponses. Je dis juste ce que je ressens. Kanye voulait inciter un maximum de personnes à être libres dans leur façon d'être, mais aussi dans leur façon de penser. On suit aveuglément les opinions des autres. Nous sommes contrôlés par les médias. Ce qui empêche d'être vraiment libre selon lui, c'est tout le conditionnement qu'on a subi enfant, mais aussi adulte. Toute cette réalité nous a été imposée contre nos volontés. Nous sommes tous des acteurs non payés d'un sorte de script géant que nous n'avons pas écrit. Il faut être suffisamment courageux pour casser cette putain de simulation. La simulation dans laquelle nous sommes bloqués selon Kanye est une sorte de réalité construite par des conventions sociales qui emprisonnent les individus dans des vies prévisibles, dictées et insatisfaisantes. Nos façons de penser, nos façons de raisonner et toute la narrative du monde sont selon lui complètement manipulées par les médias. Pour lui, briser la simulation signifie retrouver sa liberté enfantine. Les plus grands artistes sont au plus proche de la personne qu'ils étaient quand ils avaient 5 ans.
ignorer les jugements extérieurs et vivre selon ses propres termes, sans peur mais dans l'amour. Pourquoi on n'essayerait pas l'amour? On ne peut pas décrire l'amour. Il avait l'impression d'être la seule personne lucide dans un monde de fous. Parfois, j'ai l'impression d'être la seule personne qui ne soit pas folle. Déprogrammez-vous, déprogrammez-vous, déprogrammez-vous. Les informations qu'on vous transmet ne sont pas bonnes. Le seul luxe qui existe, c'est le temps que vous passez avec votre famille. Cette période s'est aussi accompagnée par un grand cheminement spirituel. Il fut un temps où je voulais vous dire ce que la haute couture avait fait pour moi. Il fut un temps où je voulais vous dire ce que la Hennessy avait fait pour moi. Je voulais vous faire savoir tout ce que ces choses m'avaient apporté. Mais maintenant, je veux vous faire savoir tout ce que Jésus a fait pour moi. Pour beaucoup, au vu du Kanye d'aujourd'hui, c'était juste une petite phase, une petite parenthèse dans sa vie. Mais cette phase était très importante dans la vie de Kanye et a duré quand même 3 ans. Kanye se sentait apaisé, en paix. Je suis libre, je me sens si libre. Et il voulait inciter son public, le monde, à faire le même cheminement que lui, à ne plus chercher le bonheur et la paix à l'extérieur, mais au plus profond de soi-même. Kanye partageait cette nouvelle profondeur à travers son art. Kanye avait l'impression d'être une marionnette d'un système qui endort les gens, d'un système qui éloigne les masses du vrai bonheur, qui leur vend une illusion, une fausse idée de ce qu'est le bonheur. Il n'hésitait pas à partager cette vision à la télévision. Je suis désolé, chère télévision. Je suis désolé pour la réalité. Kanye était aussi à cette période en guerre contre l'industrie musicale. Eh bien, pensez à Michael Jackson. Vous trouvez ça drôle de pointer du doigt ceux qui nous ont le plus inspirés? Il dénonçait tout ce que les médias ont fait à Michael Jackson, et il s'en prenait tout particulièrement au milieu du rap, qui selon lui influence les masses dans des idées de guerre de gang, dans la prise de substances, dans un mode de vie où sont enchaînées les relations intimes, dans une matrice, donc dans un système artificiel complètement décalé face à la réalité, une matrice dans laquelle la notion de bonheur suprême est d'acheter des habits de luxe à des prix exorbitants qui finissent par enrichir des patrons déjà bien implantés dans ce système. Des patrons qui sont même, selon Kanye, très conscients de ce système qu'ils ont mis en place. On nous lave le cerveau, les gars. La culture fait en sorte que vous vous concentrez sur B9. Vous la racontez dans une voiture de luxe et rappez sur des choses qui vont finir par vous emmener en prison. Avec ce mode de vie, ces façons de penser véhiculées dans la société, les individus deviennent, selon Kanye, complètement programmés à ne jamais se réveiller, à ne jamais entreprendre quoi que ce soit et à ne jamais être l'acteur de sa vie. On s'est complètement fait programmer, il faut casser la matrice. Il soupçonnait d'ailleurs qu'il y avait des organisations très sombres derrière tout ça, qui avaient finement élaboré tous ces plans pour endormir les masses. Un audio dévoilé bien plus tard démontre qu'en interne, il n'en parlait pas encore publiquement à cette période, mais il était déjà en train d'enquêter sur les personnes qui contrôlent vraiment l'industrie de la musique et sur leurs réelles intentions. Ils l'ont juste mise ici pour qu'elle paraisse la plus ignorante possible. Selon Kanye, la violence sournoise et psychologique qui est utilisée à l'heure actuelle, même si elle est invisible et qu'on pourrait croire qu'elle n'existe pas, est d'une extrême violence. Et il en a fait un parallèle avec la violence qui était utilisée au temps de l'esclavage. Pendant cette horrible période de l'histoire, il y avait une violence physique. Elle est indéniable, et fort heureusement, elle a pris fin. Mais à travers les années, à endurer de génération en génération ce rôle d'esclave, s'est ajoutée une autre violence, une violence psychologique. Une violence dont l'individu n'a par défaut aucune conscience, parce qu'il a été conditionné comme ça. Il a été conditionné à accepter passivement toutes ces structures sociales et historiques qui se sont imposées dans son quotidien et dans son état d'esprit. Cette violence est sournoise, elle s'imprègne dans l'inconscient. C'est exactement le même phénomène qu'on retrouve aujourd'hui. Nous sommes mentalement des esclaves. Nous sommes esclaves des marques, esclaves du logo Mercedes. On a été programmés pour ça, parce qu'on est né artiste. On est né libre.
Mais nous avons été abaissés au niveau de la société, au niveau de ce qu'elle attend de nous. C'est ainsi dans ce contexte, en essayant de créer un déclic pour que les gens comprennent sa vision, comprennent sa façon de voir les choses, qu'il a sorti une phrase qui a fait un grand scandale. Si je vous dis que l'esclavage a duré 400 ans, ça ressemble à un choix, non ? Cette phrase a fait la une de tous les médias, et la plupart n'ont pas mentionné toute la pensée derrière. Cette phrase, aussi choquante soit-elle en tant que telle, était quand même ici sortie de son contexte. C'est que nous sommes mentalement en prison. Je préfère utiliser le mot prison d'ailleurs, parce que esclavage est trop relié au noir. Ici, qu'on soit bien d'accord, nous ne sommes qu'une seule race, la race humaine. Les médias ont en plus ressorti l'étiquette de bipolaire et de fou qui colle à la peau de Kanye, ce qui ne l'a pas aidé à faire comprendre son message. Ah, l'esclavage c'était un choix et pas passé, non, ça passe pas. Ça, plus tout son cinéma là, si t'es fou, va à l'asile, mais m'a fatigué. Sur le plateau où était Kanye, personne ne semblait comprendre sa façon de voir les choses. Levez la main si vous ressentez, vous aussi, quelque chose que j'ai dit aujourd'hui. Et c'est alors qu'une personne des plus inattendues a affirmé avoir compris la vision de Kanye. Levez la main si vous ressentez, vous aussi, quelque chose que j'ai dit aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont sûrement déjà reconnu, cette personne, c'est Candace Owens. Et elle va avoir un rôle très important dans la suite de notre histoire. Il y a Candace Owens, une commentatrice politique star aux États-Unis. En même pas 10 ans, elle est devenue une personnalité très influente dans le camp conservateur, adoré par Trump et qui compte plus de 14 millions de followers sur ses réseaux. Son credo, les théories du complot. Pour elle, à notre ère des propagandes médiatiques, les médias ont réussi à créer une caricature de Candace Owens. Depuis des années, Candace secoue les médias du monde entier. Vous connaissez très certainement son nom suite à l'affaire Brigitte Macron, puisque c'est bel et bien Candace Owens qui a donné une visibilité internationale avec plus de 100 millions d'impressions sur X et beaucoup de crédibilité à une enquête qui remettait en doute la réelle identité de la femme du président. Va même jusqu'à qualifier le couple présidentiel de freaks, en sous-entendant qu'ils ont des pratiques bizarres, le tout sous fond d'accusation de pédophilie. C'est le grand truc des complotistes d'extrême droite, toujours rajouter de la pédophilie dans leurs histoires pour dénoncer un soi-disant complot des élites qui auraient des mœurs sexuelles totalement perverses. Mais c'est le moment de nous rassurer, maintenant personne n'y croit à ça. Manifestement, si, il y en a. Bien évidemment, c'est un mensonge. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous pensez vraiment pouvoir interdire les gens de penser que vous n'êtes pas honnête? C'est presque obligatoire dans la politique de mentir. En dehors de cette affaire, Candace est une commentatrice politique très cotée en Amérique. Avant que Kanye ne la rencontre, il avait exprimé sur X avoir beaucoup d'admiration pour elle parce qu'il aimait la façon dont elle réfléchissait. Quand un point de vue est présenté comme étant la position acceptable, je veux automatiquement savoir quelle est la position qualifiée d'inacceptable pour me faire mon propre avis et voir où je me situe sur les différents sujets. Et l'une des premières réflexions que Candace a eues, très controversée à propos de Kanye West, était de remettre son diagnostic psychologique en question. Je me suis rapidement demandé quand était la première fois que j'ai entendu que Kanye était malade mental. Aujourd'hui, dès qu'il dit quelque chose, on vient dire qu'il est malade mental, mais dans sa longue carrière, il n'a pas toujours eu ce diagnostic. Je voulais savoir qui a fait ce diagnostic et surtout à la suite de quoi. Pour rappel, Kanye s'est fait diagnostiquer au moment où il a pété les plombs sur scène. Les radios vous mentent. Candace avait surtout l'impression que quelque chose clochait terriblement à Hollywood. J'ai analysé tout ce que Michael Jackson disait. J'ai vite compris que dès que quelqu'un essayait de parler, on disait que c'était un barjot ou Kanye le fou. Candace était et est toujours décidée à faire la guerre aux élites hollywoodiennes, qui sont selon elle responsables de beaucoup de problèmes dans la société, à commencer par l'engouement qu'ils ont créé autour des Kardashians, qu'elle décrit comme l'une des pires créations de l'Amérique. Les gens ont parfois de bonnes raisons de s'attaquer à la culture américaine parce que nous avons créé les Kardashians. Elle n'hésite pas à être très trash avec l'ancienne femme de Kanye West, puisque selon elle, Kim est une prostituée et Kris Jenner une mère maquerelle. On parle bien d'une mère qui a décidé de vendre le corps de sa fille pour de l'argent et de la célébrité.
C'est complètement écœurant. Elle s'est assise, elle a regardé les vidéos intimes de sa fille, et puis elle a dit « Tiens, on va vendre celle-là, tu es mignonne sur celle-là, elle va nous rendre célèbres. » Et leur plan a marché, Kim Kardashian est milliardaire. Kim Kardashian is a billionaire today. En plus d'être une prostituée, Kim est une sorte de corps sans âme. Elle est très représentative de la société dans laquelle on vit. Si une personne est prête à se dégrader, à perdre ses valeurs, notre société va lui donner plus. Kim n'a jamais répondu aux attaques de Candace, mais elle voyait d'un très mauvais œil les rapprochements entre son mari et la commentatrice politique. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs. À Hollywood, personne ne voulait de cette nouvelle amitié. Des comédiens que tu connais très bien m'ont appelé pour me dire de rester loin de Candace Owens. J'ai aussi d'autres personnes que je considérais comme mes amis qui ont fait la même chose. Mais malgré tous les avertissements qu'avait reçus Kanye West en interne, à propos du danger que représentait Candace, envers et contre tous, elle était quand même devenue, selon le magazine TMZ, la principale conseillère de Kanye. Ensemble, ils ont eu des idées très controversées, comme le démontre cette photo, où le slogan de leur t-shirt a fait un grand scandale. Ce slogan est utilisé par des groupes de suprémacistes blancs, mais le duo Candace-Kanye l'utilisait non pas pour être des suprémacistes blancs, mais pour dénoncer une supercherie qui entoure le mouvement Black Lives Matter, puisque de grands fonds derrière ce mouvement ont été détournés. Ce mouvement mondial a été lancé à la suite de la mort de George Floyd. Selon Kanye, en plus des fonds détournés, cette mort était utilisée à des fins politiques et aux fins d'un agenda secret qui perpétue toute la pression psychologique faite contre les personnes noires. Parce que via cette phrase, qui signifie « la vie des noirs compte », implicitement, les personnes noires se reconnaîtraient dans un état d'infériorité, un état dans lequel elles doivent rappeler que leur vie a de la valeur, une chose qui est censée être évidente. Il y a beaucoup de mots qui ont des connotations positives, mais qui sont en fait très mauvais. La vie des Noirs compte. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Que je devrais penser qu'on me fait une faveur en me rappelant sur un t-shirt que ma vie a de la valeur? Comme si je ne le savais pas déjà. Alors avec ce slogan détourné, Kanye voulait d'une manière un peu provoque rendre l'appareil, en espérant montrer l'absurdité de ce slogan. Cette idée assez poussée et extrême de Kanye a été très mal reçue. Un certain P. Diddy est venu lui faire pression en interne, en lui disant qu'il faisait n'importe quoi et qu'il était juste en train de blesser des gens. À cette époque, ce producteur était d'ailleurs vu comme un exemple de réussite, mais Kanye nous expliquait qu'il n'était qu'une supercherie parce que Diddy était en réalité lié à des groupes de l'ombre et qu'il n'était pas du tout la personne que le public imaginait. P. Diddy et tous ces gars-là sont faux, qu'ils aillent se faire. Ils sont sous contrat, ce sont des agents. C'est pour ça qu'ils viennent m'attaquer, ça fait partie de leur contrat. Mais ils se la sont tous fermés sur Michael. Je suis Michael maintenant. Le temps a fini par donner raison à tout ce qu'affirmait Kanye à propos de Diddy. Rappelez-vous qu'il était le premier à nous dire que Diddy était un agent. Il allait sur tous les plateaux crier « C'est un agent, c'est un agent !» Personne ne comprenait Kanye. Mais aujourd'hui, si vous réécoutez ce qu'il disait, vous comprendrez que tous ces propos qui avaient l'air complètement fous avaient en fait beaucoup de sens. Diddy était un agent dans le sens où il était en liberté, toutes ses affaires étaient protégées juridiquement, mais il devait en échange contrôler des personnes dans l'industrie. Il est là pour l'agenda. Kanye a aussi exposé son coach, Harley Pasternak, un coach qui a travaillé avec beaucoup de célébrités, dont Ariana Grande, Rihanna, Britney Spears, mais aussi Brittany Murphy et Mac Miller. Avant de travailler pour les célébrités, ce coach était par le passé dans des projets gouvernementaux canadiens assez spéciaux. En travaillant pour l'armée, je n'étais pas régi par les mêmes règles qu'une personne normale. Je pouvais regarder l'impact de certaines sur les personnes. Selon Kanye, les projets sur lesquels ce coach travaillait par le passé étaient en fait les projets MK. On a vu que mon entraîneur faisait partie des projets MK du Canada.
Des sombres projets de contrôle de l'esprit, du contrôle avec des substances et avec toutes sortes de pratiques plus sombres les unes que les autres, ces projets, aussi invraisemblables soient-ils, ne sont pas une théorie, ils ont bel et bien existé entre 1953 et 1970. Ah bon? Vous pensez que ça a pris fin? Moi je ne pense pas. Pas après tout ce que Kanye m'a dit. Kanye déclarait que son coach l'avait contrôlé mentalement avec ses projets. Ces déclarations peuvent paraître complètement folles, puisque objectivement, soyons honnêtes, c'est exactement ce que dirait une personne folle. Mon coach a voulu me contrôler en me droguant. Ils ont contrôlé mon esprit, et faites attention, ils contrôlent aussi le vôtre. Mais Kanye a balancé sur Instagram un message de son coach. Son coach le menaçait. Il lui disait d'arrêter toutes ses dénonciations, où ses enfants lui seraient retirés, et il ferait un retour à Zombieland pour toujours. Quand Monsieur Pasternak parle de Zombieland, il fait bien sûr allusion au séjour que Kanye West a fait dans un hôpital psychiatrique à la suite de ses toutes premières dénonciations. Je me suis rapidement demandé quand était la première fois que j'ai entendu que Kanye était malade mental. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a vu ce message de mon soi-disant entraîneur, mais les gens ont regardé ailleurs. Mais au moins vous savez quel genre de gestionnaire il y a vraiment derrière les célébrités de la Californie. Je dis la vérité, et ces gens ne nous laissent pas dire la moindre chose qui sorte de leur agenda. Ils arriveront à mettre fin à ta carrière si tu le fais. Il y a beaucoup de personnes à Hollywood, que ce soit des acteurs, des sportifs, des musiciens, qui savent que ce que je dis est vrai et qui sont heureux que je dise tout ce que je dis. Peu de célébrités ont soutenu ouvertement Kanye West, mais parmi elles on retrouvait l'ancienne protégée de Jay-Z, MIA. J'aime Kanye parce que c'était le sacrifice. Il l'a fait, pour que vous puissiez comprendre. Vous avez tout vu. Vous avez vu l'effondrement de sa carrière. J'ai toujours dit la vérité, pendant toute ma carrière, et j'en ai payé le prix. Un certain Aaron Carter a lui aussi réagi aux accusations de Kanye. Aaron Carter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a vu sa carrière exploser dans les années 90 à 2000. Il a vendu au total 9 millions d'albums. Il était tout jeune, dans un créneau pop. Un créneau pop qui fait penser à celui de Justin Bieber. Aaron Carter et Justin Bieber ont tous les deux été entourés par les mêmes personnes. Les deux pop stars ont très mal vécu leur célébrité et se sont réfugiés dans les addictions. Selon le Hockey Magazine, Aaron est indirectement tombé accro à ces substances à cause de Michael Jackson. Quand il était tout jeune, Aaron a côtoyé le roi de la pop. Il est même allé dans son parc privé Neverland. Et selon la narrative médiatique, ce séjour aurait tourné au cauchemar pour Aaron, puisque Michael l'aurait introduit à une vie sous substance et aurait eu des comportements inappropriés avec lui. Des comportements tellement inappropriés qu'Aaron, traumatisé, aurait préféré garder son silence pendant plus de 2 décennies. Mais Aaron a clarifié les choses. Michael était tout ce qu'il y a de plus bienveillant, mais il a affirmé qu'on lui a par contre proposé une grosse somme d'argent pour qu'il affirme le contraire au FBI, pour qu'il affirme que Michael lui aurait fait du mal. Il y avait 4 agents du FBI qui m'attendaient dans ma chambre d'hôtel, et ma mère m'a dit « Dis-leur ce qui s'est passé ». Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que t'entends par là ?» J'ai dit « Maman, tu es sérieuse? Vous êtes fou? Vous pensez vraiment que je vais dire que Michael a fait quelque chose de mal pour gagner de l'argent? Cet homme n'a rien fait de plus qu'être accueillant, gentil, plein d'amour. Donc tu confirmes que Michael n'a rien fait d'inapproprié? Absolument. De toute façon, je suis en train d'écrire un livre pour rentrer dans les détails. Vous saurez tout quand le livre sera fini, mais je vous confirme qu'il n'a rien fait d'inapproprié. C'est pour ça que je suis si consterné par ce que j'entends sur lui. Ça n'a aucun sens. En 2022, à 34 ans, Aaron, qui a eu le même coach que Kanye, découvrait en même temps que tout le monde toutes ces dénonciations à propos d'Harley Pasternak. Aaron a alors proposé publiquement à Kanye West de venir échanger avec lui.
Il l'a fait dans ce tweet. Ce tweet a beaucoup intrigué ses fans. Et ce tweet sera surtout son tout dernier tweet, puisque la pop star s'est accidentellement noyée dans sa baignoire moins de 48 heures après avoir posté ce message. J'écris un livre et j'entrerai dans tous les détails. Ils ont tué Aaron Carter. C'est Harley Pasternak. C'était son entraîneur. Personne n'a voulu croire Kanye West, mais avec tous ces éléments, ça ne fait aucun doute que les forces de l'ordre devraient examiner de plus près qui est Harley Pasternak. D'ailleurs, cet entraîneur travaille aussi pour d'autres célébrités. Ils m'ont fait le traitement d'effacement de la mémoire à la clinique, donc j'ai du mal à me souvenir des détails. Vous savez, non? Ils m'ont fait un traitement d'effacement de la mémoire. De l'effacement de mémoire. Ils effacent certains souvenirs. Pourquoi personne n'enquête là-dessus? Le fait que personne ne le fasse nous en dit beaucoup. Kanye dénonçait tout. Il était persuadé qu'on allait le tuer lui aussi, mais en sachant défendre une cause bien plus grande que lui, celle de l'humanité, il était prêt à en payer le prix. Tout est une question d'endoctrinement. Tout est une question de contrôle mental. Vous devez comprendre que je ne sais pas si je me mets vraiment en danger parce que je pense que Dieu veille sur moi. Dieu est en train de m'utiliser. Dieu, il n'y a que Dieu que je sers. Ma mère n'est plus là. Ma mère a été sacrifiée. Au-delà de l'aspect spirituel, la mort de la mère de Kanye, qui était aussi sa manager, a selon lui permis au petit groupe secret de l'encercler, afin de mieux le contrôler et qu'il n'ait plus aucune personne de confiance autour de lui. Quand il me disait que chaque personne qui l'entourait était un agent, il me disait que telle personne était un agent, qu'elle aussi, elle aussi, toutes les personnes qui l'entouraient étaient des infiltrés. Il m'a même soupçonné d'être un agent, moi aussi. Je lui ai dit que je ne comprenais absolument rien parce que je ne fais pas partie d'Hollywood. Dévoiler tout ça, c'est plus important pour toi que de rester en vie? C'est ça. Il y a cette vérité qui doit être entendue. Jésus est le roi. Diddy, Lil Wayne et les autres artistes que vous écoutez ne vous le diront pas. Parce que ce sont des vendus. Ils ont des arrangements avec eux. Mais moi, je n'ai tué personne. Ça signifie que je peux dire tout ce que je veux. Ils ne peuvent pas me mettre en prison. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé, mais ils ne peuvent pas me contrôler. Pour dénoncer ce qui se passe vraiment dans cette industrie, Kanye avait prévu en fin d'année 2022, dans les semaines qui ont suivi la mort d'Aaron, de se faire interviewer par Candace Owens, qu'il considérait finalement comme une des rares personnes de confiance autour de lui. À cette période, Candace présentait une émission sur le média américain, le Daily Wire. Elle était prête à faire une interview explosive auprès de Kanye, qui n'avait plus aucune retenue dans ses dénonciations. Il faut bien comprendre que dans la relation Kanye et Candace, il y a une dynamique très intéressante, parce que Kanye balance énormément de choses qui semblent complètement folles et sans rapport évident les unes après les autres. Quand je parle, ce ne sont pas des discours que je partage, ce sont des symphonies d'idées. Si vous reliez tout ce que je dis, vous comprendrez. Mais c'est de la même manière qu'on profite de plusieurs ingrédients dans un plat, ou qu'il y a plusieurs instruments dans une musique. Je ne fais que dire la vérité. Mais la vérité est folle dans un monde de mensonges. La majorité des personnes qui interviewent Kanye ont du mal à le comprendre, ont du mal à comprendre où il veut aller et tentent de le ramener en quelque sorte sur Terre sur des sujets plus compréhensibles et moins polémiques. Mais Candace Owens n'a pas peur des sujets polémiques et elle comprend parfaitement Kanye. Mieux encore, elle arrive à restructurer tout ce que veut dire Kanye pour le rendre compréhensible au plus grand nombre. En gros, Kanye balance les infos, Candace les reformule, elle les met toutes en relation les unes avec les autres. Ce combo peut faire de grands ravages et donner lieu à des échanges des plus explosifs. Candace était donc prête à interviewer Kanye. Kanye était lui aussi prêt
près, devant les locaux de l'émission, en attendant l'heure de son interview, il s'est mis à parler avec des paparazzi en leur expliquant à quel point ce qu'il allait faire était dangereux, mais ô combien important pour l'humanité. Nous ne sommes plus qu'une race, la race humaine. Il faut qu'on soit tous main dans la main. Si jamais je disparais, on saura à quoi c'est dû. Mais juste avant que cette interview ne se réalise, le patron du Daily Wire a finalement décidé de mettre un autre journaliste en charge d'interviewer Kanye. Il avait peur que son amitié avec Candace rende leur entretien pas suffisamment conventionnel. Candace était furieuse, elle voulait son interview auprès de Kanye. Elle a donc décidé de ne pas écouter les directives de son patron, de tracer son propre chemin et de faire cette interview elle-même sur sa chaîne YouTube. Dans un décor pas tout à fait fini, sans tout le matériel qu'elle a aujourd'hui, Kanye était la toute première interview faite par Candace en indépendante. Leur interview a donc bel et bien vu le jour et elle a fait scandale. Elle s'est même faite censurer par YouTube. Quand j'étais à Hollywood, on me disait comment je devais me comporter. On me disait que je ne devais pas parler à Candace, que je ne devais pas dire ce que je ressentais. Kanye exposait dans cette interview les plans de division qui sont faits contre la population, d'un point de vue politique entre autres, où les personnes de gauche et celles de droite se battent en voyant l'autre camp comme un ennemi ultime. Il faut qu'on se batte tous ensemble, pour notre espèce, pour l'humanité. Ça passe par reconnaître qu'il y a des bons aspects dans la droite et des bons aspects dans la gauche. C'est de la même manière que dans notre corps, on a une partie gauche et une partie droite. Il exposait la manipulation des médias, le réel objectif qu'ils ont derrière, le nivellement par le bas, donc la volonté de tirer tout le monde non pas vers la réussite, mais vers la médiocrité. Kanye a aussi remis en question et exposé pendant plus d'1 quart d'heure qui étaient selon lui les vrais descendants d'Abraham. Nous venons d'Afrique. La majorité de la Bible se déroule en Afrique. Alors l'idée que les Noirs ne sont pas est le plus grand mensonge qui n'ait jamais circulé. On nous a volé notre histoire, on nous a volé qui nous étions, et ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus, Amen. Ils ont manipulé nos livres d'histoire. Nos livres d'histoire ne sont pas vrais, ce sont des mensonges. Je ne sais pas de qui tu es le descendant. Je ne sais pas pour moi non plus qui le sait vraiment. Et si demain tu te revendiquais comme étant un homme blanc, tout le monde saurait que c'est faux, mais ça ne te poserait pas autant de problèmes. C'est bizarre que cette information soit si folle que tu n'as même pas le droit d'en parler et de le penser. Il a aussi fait remonter à la surface une mort très suspecte à Hollywood, pas celle de sa mère, ni celle de Michael, de Brittany Murphy, de Mac Miller ou encore d'Aaron Carter, mais celle du rappeur Prodigy. Ce rappeur est mort en 2017 parce qu'il s'est officiellement étouffé en mangeant un œuf. Une version que Kanye et Candace refusent de croire au vu de ce que Prodigy dénonçait juste avant de mourir. Il y a des rituels, des cultes sataniques faits tout en haut. Ça se passe vraiment, ce n'est pas une blague. Et ça se passe sur des... Ça se passe depuis toujours. Ça leur permet de changer certaines lois. Ça leur permet de changer les mentalités des gens. La façon dont les gens vont voir le monde. Et leurs plus grands rituels sont à la vue de tous. Regardez ce qui s'est passé en 2000. Oui, il s'est étouffé en mangeant un œuf. C'est sûrement la première personne de l'histoire à s'être étouffée en mangeant un œuf, juste après avoir dénoncé les Illuminati. Je sens que Prodigy n'est pas mort en mangeant un œuf. Cet échange entre Candace et Kanye était donc pour le moins explosif. Mais le pire, c'est que cette interview polémique ne devait être que la première d'une très longue série. Candace et Kanye avaient en effet prévu de s'organiser un rendez-vous hebdomadaire, donc une interview de ce genre par semaine. On a encore beaucoup de choses à dire. Il faudrait en faire une par semaine. Dans leur prochaine entrevue, ils comptaient aborder tout ce qui concerne les esprits et les démons.
Quand tu bois, tu deviens une personne différente. C'est parce que ton esprit part et que tu es habité par d'autres esprits. C'est pour ça que l'alcool est aussi appelé spiritueux. Ça permet aux démons de venir en nous. Oui, c'est ça, ils arrivent. Kanye voulait faire ses prochaines interviews en jouant à des jeux vidéo, parce que ce format leur permettrait de toucher une très large audience, celle des gamers, un public qui n'est pas forcément très intéressé par ces questions spirituelles et sociétales, mais qui les concerne quand même et qu'il faudrait même réveiller, parce qu'il faudrait leur faire comprendre comment le plus grand des jeux vidéo, celui de notre monde, fonctionne vraiment. Chacun de nos pas ont été guidés. Ils ont réussi à empêcher l'interview sur le Daily Wire. Mais Dieu nous a ouvert une porte avec cette plateforme. C'est comme ça que fonctionne le jeu vidéo de la vie. Dieu est de notre côté. C'est le temps de Dieu maintenant. Mais Candace et Kanye n'ont finalement pas fait de seconde interview, puisqu'une certaine Bianca Censori est soudainement arrivée dans la vie de Kanye à ce moment précis. En fait, ce qui s'est passé est assez étrange, parce qu'après cette interview, Kanye a disparu pendant 2 mois et réapparu marié avec Bianca. Son mariage express expliquerait pourquoi il n'a finalement pas donné d'autres interviews à Candace. Si jamais je disparais, on saura à quoi c'est dû. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai jamais rencontré Bianca Censori. C'est donc en fin 2022, après son entrevue avec Candace, que Kanye est soudainement tombé sous le charme de Bianca, cette mystérieuse architecte qui travaillait dans son entreprise depuis déjà 2 ans. Alors qu'il était donc en guerre contre les mafias de l'ombre, contre les élites d'Hollywood, Kanye a finalement jeté son dévolu sur la fille d'un grand mafieux de l'élite australienne. Sur toutes les femmes que Kanye aurait pu rencontrer, il fallait qu'il tombe à ce moment précis sur une femme au passé aussi suspect. Surtout que la mafia Censori a des connexions assez suspectes avec les mafias hollywoodiennes. L'ex-femme de Leo Censori évoquait tous les liens qu'il avait avec d'autres mafias, rappelez-vous. C'est assez évident que les Censori n'ont pas pu gérer un tel empire tout seuls. Ils ont forcément des fournisseurs, des contacts en dehors de l'Australie. Hollywood a été fondé par des gangs de mafia. C'est ce qu'affirme le livre Hollywood Babylone. Et je ne vois aucune raison de contredire ça. Regardez le nombre de morts, de crimes, d'overdoses, les chantages, la... Michael Jackson, qui est la personne dont se référait le plus souvent Kanye pour expliquer tout ce qu'il vivait, « Je suis Michael maintenant. Ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. » était face à une réelle mafia. C'est ce qu'on a pu voir dans la vidéo le concernant, puisque sa sœur s'était retrouvée au cœur de cette mafia, au cœur du complot pour le faire tomber, et les a finalement tous exposés. Il me répétait constamment que j'avais intérêt de l'écouter, ou sinon mon frère allait mourir. Il me disait, il faut que tu dises ça, ou sinon il meurt. Et je savais qu'il disait vrai, parce que je connaissais toutes ces magouilles avec la mafia, et parce que j'ai vu certaines choses. La mafia dont il était question dans le dossier Jackson s'est implantée dans différentes régions du monde, mais était originaire d'Italie, tout comme la mafia Censori. La mafia hollywoodienne s'est elle aussi tout d'abord implantée dans les jeux illégaux. Lucky Luciano, l'un des membres les plus connus de cette mafia, est accusé d'avoir placé des pions dans le développement de jeux illégaux en Californie. Il faisait donc exactement la même activité que le père de Bianca. Et il était lui aussi connu pour avoir des procédés assez violents concernant les personnes qui refusaient de coopérer avec lui. C'est ce que démontre une terrible affaire qui date de 1934, celle de l'actrice Thelma Todd, qui a été retrouvée dans sa voiture, garée, mais décédée. Elle s'était intoxiquée au monoxyde de carbone. Cette mort est encore aujourd'hui non élucidée.
Mais l'une des pistes les plus solides qui a été envisagée par la police était que sa mort était en rapport avec la mafia, parce qu'elle aurait refusé à Lucky Luciano de coopérer dans ses affaires en refusant de faire de son café un repère de jeu illégal. Donc les deux mafias, en plus d'avoir visiblement les mêmes façons de résoudre leurs problèmes, ont la même ambition de s'approcher et de profiter du statut des célébrités. La mafia Sensori et la mafia hollywoodienne ont toutes les deux des connexions très influentes qui leur ont permis de faire passer incognito pas mal de leurs activités illégales et d'alléger certaines peines de prison. D'ailleurs, c'est à partir des années 90 qu'en Australie, les Sensori ont commencé à avoir des connexions très intéressantes. De la même manière qu'aux États-Unis depuis les années 90, certains groupes semblent avoir des arrangements en interne pour garder leurs affaires secrètes. Les deux mafias sont aussi liées au trafic de certaines substances. Celle d'Hollywood s'arrangerait justement via des liens avec des maisons de disques pour encourager les auditeurs dans la prise de substances. Sachez qu'on nous paye pour parler de violence, d'armes et de tous ces trucs dans notre rap. On vous pousse à rapper sur des choses qui vont vous amener en prison. Les Sensori ont donc les mêmes intérêts que les mafias hollywoodiennes, en plus d'avoir les mêmes origines, des pratiques très similaires et des connexions intéressantes qui semblent être apparues au même moment. Les élites australiennes et les élites hollywoodiennes ont en plus les mêmes idéologies, des idéologies qui les rendent très hostiles au travail de Candace Owens. À Hollywood, on l'a vu précédemment, les célébrités doivent rester au plus loin de Candace. On m'a appelé pour me dire de rester loin de Candace Owens. En ce qui concerne l'Australie, c'est encore plus extrême, puisque Candace a interdiction d'y mettre les pieds. Et oui, alors qu'elle voulait se rendre sur la terre des kangourous en 2024, son visa a été refusé par les autorités. On sait tous ce qui se passe en Australie. Il faut libérer ce pays du régime totalitaire qui s'est implanté. D'ailleurs, c'est un gros sujet en Australie, il y a des pétitions qui circulent face à cette décision jugée injuste par certains Australiens qui ne comprennent pas pourquoi une Américaine qui n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit serait refusée d'entrer dans leur pays censé être libre. Les médias australiens tournent Candace au ridicule, ils la décrivent comme une folle ou comme une femme aux idées dangereuses qu'il faudrait garder en dehors des frontières pour sauver la population. Owens est une femme malade. Elle enchaîne les théories de conspiration farfelues, avec une horde d'abonnés. Je suis fatigué de la façon dont la presse manipule tout, ils ne vous disent pas la vérité, ils mentent. Nous sommes contrôlés par les médias. Mais malheureusement, ces mêmes médias n'autorisent pas les commentaires sur leurs vidéos, donc c'est difficile de mesurer l'opinion générale de la population. En jetant un petit coup d'œil aux autres vidéos sur le sujet de Candace, faites par des créateurs de contenu australiens, on sent que le peuple a l'impression que quelque chose cloche autour de cette affaire, et plus globalement que quelque chose cloche au sein de leur pays, infiltré par la corruption. Certains Australiens ont donc l'impression que Candace effraie les autorités parce qu'elle dévoile certaines vérités. Mais moi je refuse de mentir. Je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Quoi qu'il en soit, les personnes qui font pression contre Candace ont donc une influence énorme en Australie, tout comme les personnes qui semblent avoir aidé les Sensori à partir des années 90. Une famille qui, on le rappelle, est quant à elle directement affiliée à la corruption de Melbourne. Avec tous ces éléments, tous ces timings très rapprochés, ces pratiques similaires, on a de quoi faire un rapprochement entre les élites australiennes et les élites hollywoodiennes. Vous voyez sûrement où ces rapprochements vont nous mener à l'idée pas si improbable que ça, que ces deux élites travailleraient ensemble. Et si c'est le cas, ça signifie que Kanye West s'est fait piéger, parce que Bianca a été envoyée par les élites pour maîtriser Kanye West, pour maîtriser l'électron libre qu'il représentait, maîtriser l'homme qui était en train de briser leur système et de tous les dénoncer. Mais ils ne peuvent pas me contrôler. De manière générale, les internautes font la comparaison entre la Bianca d'avant Kanye West et la Bianca d'après Kanye West, laissant imaginer qu'il l'a complètement transformée, et c'est pas forcément faux. Mais il y a une autre comparaison qui serait tout à fait intéressante à faire, celle du Kanye avant Bianca et du Kanye après Bianca.
Dieu est de notre côté. C'est le temps de Dieu maintenant. Je suis diabolique. Au-delà de son changement physique, Kanye, depuis qu'il est avec Bianca, a laissé à l'abandon tous ses grands projets pour contribuer à un monde meilleur. Il a complètement arrêté ses discours faits pour réveiller les masses. Et surtout, immédiatement après avoir été aperçu auprès de Bianca, Kanye West, pourtant très bavard, a soudainement arrêté de dénoncer Hollywood. Donc si depuis tout ce temps Kanye disait vrai, il était forcément en grand danger. Ces groupes de l'ombre voulaient se débarrasser de lui, mais un meurtre dans ces conditions, après tout ce qu'il a dénoncé, aurait fait tomber les masques de toute l'organisation. Personne, pas même les plus sceptiques, n'aurait pu fermer les yeux sur une mort soudaine de Kanye West. La star planétaire. Ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Plus personne n'aurait pu douter que ce que disait Kanye était complètement vrai. Il serait donc mort en faisant éclater la vérité. C'était d'ailleurs son but. Il y a cette vérité qui doit être entendue. Tuer Kanye aurait donc été une très mauvaise idée. Une autre façon d'intervenir aurait été le coup de la tutelle. Un piège qui semble s'être refermé sur Britney Spears. Mais Kanye avait au préalable fait un tri dans son entourage. Il s'était éloigné de la même manière que Michael des personnes qu'il soupçonnait de travailler pour d'autres personnes que lui. Il me disait que telle personne était un agent, qu'elle aussi, elle aussi, toutes les personnes qui l'entouraient étaient des infiltrés. En prime, faire valoir une tutelle sur Kanye devant les tribunaux, avec une Candace très vigilante et très vocale auprès de Kanye, aurait été très compliqué. Ils auraient dû prouver aux yeux de la justice que tout ce qu'avançaient Candace et Kanye était complètement faux. Alors la dernière solution machiavélique pour avoir de nouveau le contrôle sur Kanye aurait été de lui tendre un piège. C'est ce qui avait été fait avec Michael. Si vous avez vu la vidéo le concernant, le piège c'était cet homme, qui sur le papier semblait être un sauveur pour Michael, mais qui était en fait affilié à des groupes très sombres. Dans le cas de Kanye, sa plus grande faille, le terrain sur lequel il peut ne pas être suffisamment sur ses gardes, c'est celui qui concerne les femmes. Il s'était déjà livré sur cette faiblesse dans sa musique sortie en 2010, Devil in the New Dress, où il évoquait sa propre faiblesse masculine et son incapacité à résister aux femmes, même quand certaines pouvaient être mal intentionnées à son égard. En parfaite connaissance de cette faille, le groupe de l'ombre aurait ainsi intégré discrètement une ravissante architecte dans l'équipe de Kanye pendant qu'il était occupé à faire toute sa campagne présidentielle. En intégrant Yeezy à un poste aussi prestigieux, Bianca allait forcément être amenée à rencontrer son grand patron, Kanye West. Ce n'était qu'une question de temps, il n'y avait ensuite plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Au vu de la période critique en fin 2022 avec l'interview auprès de Candace, ils ont peut-être dû employer la manière forte afin qu'il tombe enfin sous le charme de Bianca. Souvenez-vous qu'il a disparu pendant 2 mois de la sphère publique. Officiellement, c'est parce qu'il était en lune de miel prolongée avec Bianca. Mais ce qui s'est vraiment passé pendant ce petit laps de temps était peut-être bien plus sombre. Attention, ce n'est qu'une théorie bien sûr, mais c'est Kanye lui-même qui a affirmé que les personnes qui en avaient après lui utilisaient les décennies de recherche des projets MK Ultra. Alors ils ont très bien pu lui faire un véritable lavage de cerveau. Ils ont à leur disposition une 50aine de procédés différents pour contrôler l'esprit d'une personne. Ils ont entre autres pu lui faire un effacement de mémoire par exemple. Ils m'ont fait le traitement d'effacement de la mémoire à la clinique. Afin qu'il oublie certaines choses et que de nouveaux souvenirs soient implantés dans son esprit, comme celui que Bianca est une personne de confiance qu'il a rencontrée dans des conditions tout à fait normales. Hormis séduire son patron, en 4 ans, cet architecte n'a, à ce qu'on peut voir sur internet, pas accompli grand chose chez Yeezy. Les maisons sur lesquelles elle a travaillé n'ont absolument pas avancé, ce projet semble même totalement à l'abandon à l'heure actuelle. Et c'est logique, parce que selon cette théorie, le rôle d'architecte de Bianca n'était qu'une couverture, parce qu'elle est en réalité une agent envoyée par l'élite, dont la mission est de censurer Kanye West.
Toutes les personnes qui l'entouraient étaient des infiltrés. Et pour censurer Kanye, ce que Bianca a à faire n'est pas forcément très compliqué. Elle doit tout simplement faire en sorte qu'il prenne ses médicaments. C'est via ces médicaments que son ancien coach et ses anciennes équipes le contrôlaient selon lui. Harley Pasternak. Il voulait me mettre sous médoc. J'étais sous opioïdes. J'en suis devenu accro. En veillant à ce que Kanye prenne certaines substances, Bianca maintient en action les projets MK dans l'esprit de Kanye sur le long terme. Dans la continuité de Monsieur Pasternak, Bianca empêcherait donc Kanye d'être conscient. Elle rend ses sens complètement altérés. Elle le shoot, elle le replace comme un fou aux idées délirantes. L'esprit de Kanye est aujourd'hui si confus qu'il voit à l'heure actuelle P. Diddy comme un héros, comme un martyr, alors qu'il le voyait autrefois, bien avant tout le monde, comme un agent aux sombres connexions. Le nouveau Kanye a des raisonnements assez particuliers. Chaque personne qui travaille pour moi aurait préféré être moi. Pourquoi j'ai des problèmes avec toutes les célébrités? Parce qu'ils sont tous jaloux de moi, ils sont jaloux, et ils ont raison de l'être. Parce que je suis mieux que tous. Kanye est toujours en guerre contre l'industrie, mais cette fois cette guerre est simplement faite pour gonfler son ego, parce qu'il veut être le meilleur. Il ne dénonce plus toutes les pratiques de mafieux de Jay-Z et le groupe auquel lui et sa femme appartiendraient vraiment, mais il préfère attaquer leurs enfants dans des attaques méchantes et gratuites. C'est de la même manière qu'il s'attaque aujourd'hui à des communautés entières, en attisant la haine, en se comportant objectivement comme un fou. Il s'attaque même aujourd'hui aux personnes décédées, Virgil Abloh notamment, alors qu'il avait été, selon l'ancien Kanye, l'une des nombreuses victimes des groupes de l'ombre. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à Virgil qui est décédé? Je suis diabolique. I'm evil. Tout ce que fait Kanye à l'heure actuelle donne raison à son étiquette de bipolaire qui lui colle à la peau. Il fait perdre en crédit lui-même, aux yeux du grand public, tout ce qu'il a pu faire et dire par le passé. Kanye était heureux que ces groupes de l'ombre n'aient plus aucun contrôle sur lui en 2022. Aujourd'hui, ce même groupe semble avoir repris le contrôle via Bianca. Le designer semble avoir ignoré tout le passé de la famille Sensory, de la même manière qu'il l'avait fait avec le passé des Kardashian, qui, comme on a pu le voir dans les vidéos les concernant, étaient aussi des plus suspects. Kanye ignorait même certains liens qu'entretenait Kim avec certains groupes très influents. C'est étrange, mais je ne savais pas à quel point ma propre femme était proche des... Il lui disait de me dire de faire certaines choses, d'utiliser nos réseaux à certaines fins. Il y avait une vraie manipulation. Si vous avez vu la vidéo sur Michael Jackson, encore une fois, vous savez que cette manipulation politique est loin d'être anodine. Kanye semble donc avoir reproduit la même erreur. Via des compositions chimiques, les substances données à Kanye peuvent complètement le contrôler. Selon l'intention des manipulateurs, les projets MK peuvent avoir différents effets. Ils peuvent amplifier les pulsions, les comportements de type animaux de leurs victimes. Ils peuvent renforcer l'ego, renforcer les traits narcissiques de la victime. C'est le trait de personnalité type qui est prôné à Hollywood, où toutes les célébrités sont plus ou moins imbues d'elles-mêmes et aiment posséder un maximum de choses. Sauf que l'ego de Kanye ne veut pas avoir les plus belles voitures possibles, mais avoir la femme la plus sexy possible. Ainsi, Bianca doit obéir à toutes les folies de l'ego de Kanye. Elle n'a pas d'autre choix, sa famille pourrait avoir de gros problèmes si elle refusait tout d'un coup de coopérer. Elle doit donc rendre Kanye fou et accepter tout ce qu'il lui demande afin qu'il ne pose plus de problèmes à l'élite. Bianca a d'ailleurs en photo de profil Instagram un papillon bleu. Malgré le style très voluptueux et stylisé, ce papillon est la symbolique des projets MK. Et si on creuse encore les symboles cachés, les doubles sens, le langage des sons,
donc tout le domaine symbolique que maîtrisent ces élites, on remarque que la racine latine du nom sensori est sensor, qui signifie à l'origine une personne qui exerce un rôle de surveillance. Bianca Sensora, qui a la même racine que Bianca Sensori, désigne ainsi une censure blanche, donc une forme de censure discrète, sournoise et invisible. Il y a aussi enfin une dimension spirituelle qui entre en jeu dans ce nouveau Kanye West. Je vous le jure, tout mon album est spirituel. Je crois que l'art ouvre une porte entre le matériel et le spirituel, entre le divin et l'humain. C'est l'essence même de l'art. De toute l'histoire de l'humanité, il a toujours été admis que nous sommes constamment sous l'influence de puissances spirituelles. Mais soudainement, après la Seconde Guerre mondiale, les croyances en Occident ont radicalement changé. Une toute nouvelle croyance populaire a été lancée, selon laquelle, non finalement, c'est nous les dieux. Toutes les vérités sont dans la science. La foi et la spiritualité sont dépassées et n'ont pas lieu d'être. Vous pouvez constater qu'on est une sorte d'anomalie par rapport au reste du monde. Vous pensez sûrement que ça signifie qu'on est plus évolué, c'est la croyance populaire. Ok, on est d'accord sur ça, mais si je vous disais maintenant que les personnes qui ont poussé ces nouvelles croyances comprenaient très bien que c'était un grand mensonge, ils ont tout fait, ils vous ont attaqué psychologiquement pour que vous pensiez qu'il n'y a pas de puissance supérieure, que vous n'avez vous-même même pas d'esprit, tout ça pour pouvoir impacter votre esprit. Je sais, et ils savent très bien que vos oreilles et vos yeux sont les portes de votre âme. Elle m'a dit qu'il était très diabolique. Le diable a volé tous les bons producteurs. Le diable a volé tous les bons musiciens, tous les bons artistes. Par leur volonté de contrôler l'esprit humain, les projets MK se sont rapprochés des pratiques spirituelles très anciennes, notamment celles de certains chamans qui maîtrisent l'art de fragmenter la conscience. Ce genre de pratiques, aussi éloignées soient-elles en apparence de nos sociétés modernes, sont des procédés qui ont fait leurs preuves et qui remontent à des dizaines de milliers d'années, et qui, par conséquent, ont de quoi influencer notre monde moderne bien au-delà des apparences. Tout le monde est d'accord avec moi. Nous sommes de l'énergie, on a de l'électricité en nous. Les pratiques cherchant à contrôler l'énergie d'une personne ont différentes variantes très intéressantes concernant le nouveau Kanye West. Les Bokor, par exemple, sont des sorciers vaudous qui, depuis les traditions spirituelles les plus anciennes d'Afrique, préparaient des mixtures contenant des substances extraites de poissons globes. Ces substances avaient pour effet de ralentir le métabolisme de leurs victimes à un point où leur pouls devenait même imperceptible et où leur respiration devenait quasi inexistante. L'histoire de Clervius Narcisse est une référence dans ce domaine, puisqu'il a affirmé au début du XXe siècle que ses ravisseurs avaient fait de lui, à travers une dose journalière de ces substances, un véritable zombie contrôlé. Son corps était là, mais son esprit absent. Il ne pouvait plus contrôler son propre corps. Son corps était ainsi ouvert à toutes sortes d'entités. I'm evil. En fonction des volontés de l'élite qui se trouverait derrière Bianca, ils ont donc de nombreuses possibilités différentes pour prendre le contrôle de Kanye West.
Que ce soit donc par des pratiques occultes, par de simples compositions chimiques, ou par les deux en même temps, ils ont de quoi contrôler l'esprit de Kanye. D'ailleurs, si Bianca est elle-même reliée aux énergies sombres de ses élites, en ayant des rapports intimes avec Kanye, en ayant donc l'un des transferts d'énergie les plus importants qui existent, l'énergie de Kanye est totalement maîtrisée pour devenir mauvaise. En maîtrisant Kanye, ils peuvent ainsi utiliser son génie de la mauvaise manière pour l'influencer à prôner de mauvaises choses. C'est le cas dans ses projets musicaux qui sont beaucoup plus sombres que ses projets faits avant Bianca, mais aussi dans tous ses projets de manière générale. On est bien loin des Yeezy Home puisque l'un de ses récents projets est d'ouvrir sa propre plateforme de vidéos pour adultes. Lui qui affirme qu'il était un grand addict de ces contenus qui ont même gâché de nombreux domaines de sa vie, semble être retombé dans ses travers. Il n'hésite pas d'ailleurs à poster certaines vidéos pour adultes sur X, donc il entraîne toute son audience avec lui dans sa propre chute, dans ce qui a causé tous ses problèmes dans sa vie. Pour Candace, ce genre de contenu est dangereux d'un point de vue spirituel, puisque les spectateurs de ces vidéos regardent et prennent plaisir à regarder des rituels. Beaucoup de vidéos de ce genre sont prises sur des personnes sous substance, sur des personnes qui n'ont plus d'âme depuis bien longtemps, et le transfert d'énergie derrière un tel contenu est, selon Candace et selon beaucoup de principes spirituels qu'on a d'ailleurs déjà détaillés dans plusieurs vidéos sur la chaîne, des plus inquiétants. Et avec Bianca, Kanye est en train de rendre encore plus mainstream le contenu réservé aux adultes. La tenue transparente de Bianca a été vue par tout le monde, par tous les lycées, par tous les collèges. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse. Et ça semble justement être ici la nouvelle porte que Kanye a ouverte au monde. Il était content d'avoir battu les Grammy en termes de recherche. Effectivement, ça a pu gonfler son ego. Mais à quel prix ? Est-ce qu'il n'est pas en train de détruire plus que jamais les consciences de la jeunesse, les consciences de la société? Est-ce qu'il n'est pas en train de détruire l'harmonie entre les rapports hommes-femmes? Auprès de Candace en 2022, Kanye se représentait sous la métaphore du pompier. Tu sais, on est en plein dans un feu et nous sommes des pompiers. Il avait l'impression que le monde ne tournait pas rond, que le monde brûlait littéralement et qu'il devait tenter de sauver un maximum de personnes des flammes. Il sentait que c'était sa mission, qu'il devait sauver un maximum d'âmes, quoi qu'il en coûte. Il était même prêt à en mourir. Mais que ce soit par un contrôle via des substances, via un envoûtement ou par toute autre explication, Kanye West est aujourd'hui retourné dans les flammes. Il n'agit plus comme un pompier et est littéralement en train d'étendre l'incendie. Il n'agit plus pour le bien de l'humanité. Il est retombé dans ses plus mauvaises habitudes, dans ce qu'on pourrait appeler au sens figuré, voire au sens propre, dans ses propres démons. Et sa femme y est très certainement pour quelque chose. Au vu de son passé, il y a de quoi penser que Kanye est tout bonnement tombé dans le piège des personnes qu'il voulait combattre. Bianca, si elle s'avère être en mission, voyait sûrement cette demande professionnelle comme une opportunité de devenir une hit girl, de devenir la nouvelle Kim Kardashian, de devenir ce qu'elle voulait être plus jeune. Mais cette mission semble avoir complètement dégénéré. Chaque jour, elle a dû accepter des idées plus folles les unes que les autres. Elle a perdu le contrôle de sa propre mission, le contrôle de l'ego qu'elle a dû amplifier de Kanye. Ce qui explique pourquoi elle a évoqué à plusieurs reprises des demandes de divorce pour mettre un terme à cette mission. D'ailleurs, elle aurait demandé à ce que Kanye se fasse hospitaliser, une façon d'envoyer, comme leur groupe le voulait à la base, Kanye West à Zombieland. Selon son contrat de mariage, Bianca et l'organisation derrière elle peuvent en plus récolter une belle somme d'argent de la fortune de Kanye. C'est bien connu, ces petits groupes aiment beaucoup prendre tout ce qu'il y a à prendre sur leur talent. C'est toujours la même histoire, ils ont pour habitude de ruiner les artistes, leurs vies finissent toujours tristement. Tout ce qui se passe autour de Kanye est des plus intrigants, voire même assez triste. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous optez plutôt pour la version 1, la version la plus mainstream, celle du Kanye qui a toujours été fou et qui contrôle actuellement sa femme, une version qui paraît possible,
mais un peu facile. Est-ce que version 2, pour vous, tout va bien dans ce couple qui subit juste une mauvaise presse? Il est vrai que la presse peut parfois changer la perception qu'on se fait des choses, mais dans ce cas précis, il semble quand même y avoir beaucoup de signes qui indiquent que quelque chose cloche dans ce couple. Alors est-ce que vous adhérez plutôt à la version 3, la version plus sournoise selon laquelle Bianca aurait tout planifié? Ou est-ce qu'au vu de toutes les dénonciations de Kanye West, du passé très suspect des Sensory, vous ne pensez pas plutôt que Bianca a été envoyée par un groupe bien plus grand pour contrôler et censurer Kanye? J'ai hâte de savoir quelle version vous pensez la plus probable. N'hésitez pas à la partager en commentaire. Il y a aussi la version 5, dont certains d'entre vous sont sûrement déjà convaincus, celle du clonage. Une version à laquelle adhère l'actrice Christine Tavalari. Comparez les photos. Je vous assure que ce n'est pas la même personne. Je crois du plus profond de moi que quand quelqu'un parle, il se fait tuer. Et le Kanye qu'on voit est un clone. Et l'acteur Cat Williams. Il faut qu'on accepte que Kanye est mort. Il est mort. C'est très facile de cloner quelqu'un. Je n'ai pas abordé cette théorie ici parce que la clé pour comprendre ce qui se passe autour de Kanye, à mon sens, est de comprendre qui est vraiment Bianca, et parce que les documents liés au contrôle mental sont beaucoup plus solides que ceux autour d'un possible clonage. Il y a eu des données pour contrôler les gens. Vous pensez que ça a pris fin? Moi, je ne pense pas. Dans le cas où Kanye est mis sous substance d'ailleurs, l'homme qu'on voit actuellement est en quelque sorte plus Kanye non plus, puisque son âme n'est plus là. Il est mort. Quand quelqu'un parle, il se fait tuer. Mais la piste du clonage mériterait quand même un vrai approfondissement. On pourrait en faire une vidéo entière si ça vous intéresse, parce que s'il y avait vraiment du clonage dans les hautes sphères, ça ne concernerait probablement pas que Kanye West. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez tous les éléments à votre disposition pour vous faire votre propre avis. Je vous dis donc à très vite dans les coulisses de la fame. Ciao.